Michel Frézat est cheminot. Le dépôt de Périgny, près de Dijon, un des plus importants garages de locomotives. Déjà avant 1900, c'était le deuxième dépôt de France. C'est ici que les conducteurs de locomotives se retrouvent avant de prendre leur service. On vient au T62-714 à Périgny, on finit à 14h13. Fin de service à Périgny, 21h28. On vient à pied. Voilà. Oui. Le 67-221 Anatole. 15 à 16. C'est à 6564. Ah, mais Oui. 67 non, c'est là 22 222 en rotonde. 22 222. Oui. Le chemin de fer a joué un rôle important dans le développement de Dijon au XIXe siècle. Au moment où Michel Frézat est devenu cheminot, la SNCF, entreprise la plus importante de la région, employait 5000 personnes. J'ai conduit des machines à vapeur tout de suite après mon retour de service militaire. Je roulais à l'époque comme chauffeur de route, c'est-à-dire adjoint mécanicien. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans, sortir d'école primaire. À 14 ans, on ne sait pas tellement ce qu'on veut faire et j'ai suivi un peu les conseils de mes parents pour entrer à la SNCF, qui offrait quand même un certain nombre de débouchés pour les jeunes. À Dijon, la SNCF n'emploie plus que 3800 personnes. Cette réduction d'effectifs tient essentiellement à la modernisation et à la nécessité pour l'entreprise de la rentabiliser, ce qui n'est pas... Bon, cette diminution de personnel n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes pour le personnel et pour l'entreprise elle-même d'ailleurs. Le travail au temps de la vapeur était certainement pénible, salissant bien sûr, mais il me semble qu'il régnait un meilleur esprit d'équipe qu'actuellement. Du fait notamment que le mécanicien et le chauffeur étaient classés ensemble en permanence, ce qui favorisait les échanges. Il existait l'équipe de conduite, le mécanicien et le chauffeur, et bien souvent une machine titulaire. Dès 1851, Dijon a été relié à Paris par le chemin de fer qui appartenait alors à la compagnie PLM, Paris-Lyon-Marseille. Ce n'est pas la voie la plus directe pour Lyon. Dijon s'est battu pour obtenir le passage du train. La gare 1900 n'existe plus. Elle a été bombardée pendant la dernière guerre. Le train circule sur les restes des remparts. Au XIXe siècle, tout est fait en fonction de l'importance qu'on lui accorde. Ce prodige que nous-mêmes nous sommes encore à admirer, ce signe éclatant de la puissance moderne, comme on disait alors. C'est pour livrer passage au chemin de fer qu'on a commencé à détruire les fortifications qui entouraient la ville. Le château, construit par Louis XI, était devenu caserne de gendarmes au XIXe siècle. Les fossés avaient déjà été transformés en jardins et les remparts aménagés en promenade que Victor Hugo décrit ainsi. Dijon est une délicieuse ville mélancolique et douce. Je me suis promené sur ces vieux remparts, l'automne leur va bien.
Après l'installation du chemin de fer, la suppression des remparts apparaît nécessaire à la municipalité. Les démolitions durent une trentaine d'années et s'achèvent par la destruction du château, non sans de nombreuses discussions. C'est un des types les plus rares d'architecture militaire, disent les uns. Restaurer le château est une coûteuse folie, disent les autres. À la place du château et des remparts, on construit des immeubles et des boulevards. Les Dijonnais regretteront un jour de n'avoir pas concilié le besoin d'expansion de la ville avec le respect du passé, écrivait un contemporain quelques années plus tard. Aujourd'hui, on reconnaît à certains endroits le tracé des remparts. Le marché couvert a été construit en 1872 par Ballard. C'était une nécessité car depuis la création du chemin de fer, Dijon s'était développé. Le centre-ville a gardé son attrait pour les habitants de la périphérie. Le commerce s'est transformé il y a 100 ans. On a commencé à voir les premiers grands magasins qui faisaient concurrence aux petites boutiques. Monsieur Fagard a connu cette époque. Mon père s'est monté en 1886, donc du siècle dernier. Quand les grands magasins se sont installés, au début, je ne dis pas qu'ils ne nous ont pas fait un peu de concurrence, mais qui n'a pas duré longtemps. Ils préfèrent le mode de vente de chez moi au grand magasin, souvent. Tenez, monsieur, voilà. Merci beaucoup. L'huile se vendait au litre. Le client amenait sa bouteille ou un récipient, puis on lui donnait même un demi-litre d'huile. Le café, la même chose. Je le torréfiais moi-même, oui, dans l'arrière-boutique. Oui, alors 5,50. Hein. Alors 17, Oui. madame. 5,50. 17. Et 17, oui. Vous en avez du grand bloc. 5,50. La boutique n'a pas changé. Madame. Monsieur et madame. Eh bien, je voudrais de la moutarde et une livre de pois cassés. Madame. Voilà. On vend un petit peu tous les vieux produits comme du réglisse en bois, même du sucre candi qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme employé, j'avais 5 garçons. On employait uniquement du personnel masculin.
à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient mariés? Oh, plutôt jeunes, vous voyez, Oui. sans être mariés. On les prenait à 13-14 ans, à ce moment-là. Et où est-ce qu'ils vivaient? Ah ben, nous avions notre table familiale, ils étaient nourris, couchés, blanchis, enfin. Ils étaient comme des employés de maison, alors. Voilà, c'est ça, oui. On ouvrait le matin à 7 heures. Et à midi, on ne fermait pas. On mangeait, on faisait 2 tables. Il y en a 3 qui restaient au magasin, pendant que les 2 autres mangeaient. Et même le dimanche, on ouvrait jusqu'à 1h, 2h l'après-midi, 13h, 14h. On avait peu de réjouissance. Installé dans une très vieille maison, ce magasin, Mulot Petit Jean, a toujours la même spécialité depuis 200 ans. Pas l'épice, madame. Bien, du nature, du fourré. Je ne sais Alors, pas quoi nous avons prendre. du nature au détail, ou le pavé d'1 kilo, les bandes de 400 grammes, ou fourré aux amandes, fourré aux fruits confits. Les fantaisies aussi, escargots, melons, bouteilles, couronnes. Je vais prendre un morceau nature, Un morceau nature. oui, de 1 livre D'une environ, livre à peu près. Bien. et un morceau d'amande. Un morceau aux amandes. 15 francs. Oui, il y a un petit cochon, madame, s'il vous plaît. Le magasin a gardé son décor 1900. Madame. Oui, tu l'auras. Je te le donnerai tout à l'heure. Hein. Le pain d'épices n'est plus fabriqué dans les sous-sols. Cela se fait dans une usine. Ce bureau n'a pas changé depuis la construction de l'usine, monsieur. Absolument. C'était le bureau de mon grand-père en 1919 quand il a construit l'usine. Une affaire de famille qui a été fondée par M. Boitier en 1796, qu'il a vendue à M. Louis Mulot et qu'il a recédé à mon grand-père en 1901, avec qui il s'est associé, qui a fondé la maison Mulot et Petit Jean. La fabrique était très difficile dans les caves de la place Bossuet, la maison qui est la maison mère, et pour des raisons de proximité de la gare qu'on appelait la petite vitesse à l'époque, c'était la petite zone industrielle de Dijon qui s'est construite en maison d'habitation. Il n'existe plus, pour ainsi dire, d'usine dans le secteur, à part nous, alors qu'à l'époque, c'était comme une zone industrielle pour Dijon. Rien n'a changé. Ces images auraient pu être filmées au début du siècle. Ah bah il fallait faire les cloches, quoi.
Même mode de transmission de l'énergie dans cette usine qui fabrique de la moutarde. Il y a longtemps qu'on fabrique de la moutarde dans cette usine? On a fêté le centenaire en 65. Eh bien, à ce moment-là, la fabrication le matériel était moins élaboré qu'à l'heure actuelle et il y a pas mal de choses qui se faisaient à la main. Au point de vue de la force motrice? Au point de vue de la force motrice, nous avions une turbine à eau qui était branchée sur un canal venant de Louche. Qui passait juste derrière l'usine? Qui passait derrière l'usine et qui donnait à la fois la force motrice et l'électricité. Vous avez combien d'employés? Eh bien, actuellement, nous avons 2 employés, dont Madame Curo, qui s'occupe surtout de l'emballage, et un jeune Cambodgien qui surveille le matériel pour la fabrication de la moutarde. Pourquoi vous ne modernisez pas votre entreprise? Eh bien, la modernisation d'une entreprise implique pas mal de choses, en particulier des capitaux importants. Et nous sommes ici dans une zone protégée. Si on demandait un permis de construire, il est probable qu'il ne serait pas accordé actuellement, mais nous sommes un peu dans l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui se passera demain. En ce qui concerne le quartier des Moulins, le directeur de la moutarderie nous disait qu'il allait être exproprié. Pouvez-vous nous confirmer cette information? L'expropriation est peut-être un grand mot parce que, en fin de compte, son terrain est inscrit au POS, c'est-à-dire au plan d'occupation des sols de la ville. Ce terrain est réservé comme un espace de jeu, un espace de loisirs, et la ville a un droit de préemption, c'est-à-dire que si le propriétaire veut un jour vendre ce terrain, la ville aura priorité sur quiconque. Comment établit-on un POS? Un POS, c'est-à-dire un plan d'occupation des sols, est un document d'urbanisme qui établit pour les 10 ans à venir la politique de la ville en matière d'aménagement. Ainsi, vous avez ici le plan de la ville qui est défini par ses limites noires et en particulier pour les espaces verts, les petites pastilles jaunes correspondent aux terrains qui sont inscrits au poste, c'est-à-dire qui devront être aménagés normalement en espace vert ou en espace sportif dans les 10 ans qui viennent. Mais le POS ne concerne pas que les espaces verts quand même. Ah non, le POS ne concerne pas que les espaces verts, il concerne les zones d'habitation, les constructions, les zones industrielles, les zones de culture. Enfin, tout ce qui concerne la vie d'une ville. Les Dijonnais savent-ils qu'ils avaient leur mot à dire au sujet du POS, ce plan qui prévoit l'aménagement de leur ville au-delà de l'an 2000 ?